Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Et toutes les études belges et européennes et mondiales montrent que l'islamophobie est sexiste, a une dimension sexiste très importante. En Belgique, 80 à 90% des cas d'islamophobie qui sont rapportés concernent des femmes. J'ai le plaisir d'accueillir Mustapha Chahiri, directeur du collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique. Dans cet épisode, Mustapha nous raconte comment il a vu le racisme évoluer en Belgique dans les 40 dernières années, l'origine de son engagement, ainsi que les actions menées au quotidien au sein du collectif. C'est là qu'est née l'idée d'un certain nombre de personnes qui ont connu le racisme, qui ont connu les discriminations, mais qui sont devenus des rôles modèles de réussite individuelle. Et on a décidé que ces réussites individuelles, il faut en faire un usage collectif à ceux qui ne savent pas comment lutter contre ça. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mustapha. Alaykoum salam wa rahmatullah, Abdullah. Comment vas-tu? Allahumma lak alhamd. À Bruxelles, il fait très beau. Alhamdulillah. Apparemment, il fait très très froid dans certaines zones de France et d'Europe là, en ce moment. Non, ici ça va. Alhamdulillah. Mustapha, pour commencer, je voudrais te demander de nous faire une courte présentation, s'il te plaît. Une courte présentation de 61 années, c'est un peu difficile, mais je vais quand même la faire. Eh bien, mon nom est Mustapha Chahiri. Comme tu peux t'en douter, je suis bruxellois. Je suis bruxellois depuis 1965. Je suis arrivé dans cette ville à l'âge de 5 ans. J'ai quitté le Maroc, un superbe hameau le long du détroit de Gibraltar, et j'ai fait partie de cette première vague de migration de Marocains vers la Belgique. Et j'ai toujours vécu à Bruxelles. Je suis marié avec mon épouse depuis près de 40 ans. J'ai 6 enfants, j'ai 5 beaux enfants, 6 petits-enfants. J'ai eu une longue carrière comme informaticien qui a démarré en 1980, toujours dans le secteur banque-assurance. Donc j'ai une vie familiale, j'ai une vie professionnelle et j'ai aussi une vie sociale qui a commencé très tôt dans le militantisme antiraciste. Et aujourd'hui, je suis le directeur exécutif du collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique. D'accord. Comme tu l'as dit, donc tu es un militant antiraciste. Pour comprendre un peu pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler un peu de ton enfance? Est-ce que tu peux nous parler de Mustapha jeune, entre 10 et 15 ans, Mustapha au collège, au lycée? Dans quel environnement est-ce qu'il a grandi? À quoi il aspirait? Eh bien, ma carrière a commencé à l'âge de 5 ans, aussi loin que je me souvienne. Mes parents étaient agriculteurs et avaient une ferme. Et moi, j'étais prédisposé à devenir berger de chèvres. Mon frère, qui rentrait à l'école primaire, me formait déjà à l'âge de 5 ans. Comment sortir le troupeau, comment le ramener, comment le siffler, etc. etc. Et puis, j'ai atterri dans un avion. On m'a mis dans un avion. Et le lendemain, je me retrouvais à Bruxelles en décembre 1965. La neige, c'était 75 cm à l'époque. On était en décembre, donc j'ai connu la neige. J'ai grandi dans une famille exceptionnelle, dans une fratrie de 12 enfants. Mon père était simple ouvrier dans le bâtiment, ma mère était femme au foyer. Et j'ai fait une carrière d'école primaire très très simple, donc de 6 à 12 ans très très simple dans une école primaire de quartier, etc. Et à la fin de ces 6 années, à l'époque, je ne sais pas si ça a changé fondamentalement, mais on dirigeait les enfants des immigrés vers l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel, c'est-à-dire manuel. Et je me suis retrouvé là. Je crois pas. Je me suis retrouvé dans une école très, très sympathique. Dans toute l'école, on était 30 élèves. Et à la fin des 6 ans, on était 70 élèves dans toute l'école. Donc, j'ai eu une scolarité relativement agréable. Pas de surpopulation, pas de bagarre, pas d'harcèlement, etc. Donc, c'était très, 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 très chouette. Mais le destin a mis sur mon chemin un professeur de français qui nous disait toujours, c'est pas parce que vous êtes dans l'enseignement technique que vous ne devez pas avoir de culture.
Donc, il nous a bombardés d'obligations de lecture, d'obligations de visite de musées, d'expositions, de théâtre, tout ce qu'on peut imaginer pour susciter en nous l'intérêt de la culture. Et au bout de 6 ans, j'étais plus fort en littérature française qu'en électronique, puisque c'était une école d'électronique. Et ça, c'est quelque chose qui est resté en moi. Et c'est pour ça que quand je visite une ville, quand je visite un pays, c'est toujours d'un point de vue historique, d'un point de vue culturel que je le visite. Et aussi environnemental, parce que je n'ai pas perdu cette fibre que mon père m'a transmise et que la nature m'a transmise par le fait que je suis né dans une ferme, dans une montagne, avec des animaux, etc. Donc ça, c'est très important. Voilà. Je fais partie d'une génération d'enfants où les professeurs voulaient la réussite des enfants. Et ça, c'est quelque chose je ne sais pas si c'est encore comme ça, en tout cas plus maintenant dans l'enseignement francophone public, ça je peux le remarquer tous les jours. Mais en tout cas, j'ai pu bénéficier d'une très très bonne scolarité et tous mes amis, tous les enfants de quartier, tous les enfants de ma génération ont pu bénéficier de ça. Ça se traduisait comment dans l'enseignement? Dans l'enseignement, par l'accompagnement de l'enfant quasiment dès qu'il met le pied dans l'école jusqu'à la fin de sa scolarité. En plus, vu la taille de l'école et le nombre de professeurs, il y avait plus de professeurs que d'élèves dans l'école. Donc, avec toutes les matières qu'on devait avoir et tous les niveaux scolaires, etc. Mais c'est surtout l'attention et le suivi de quasiment chaque enfant individuellement qui était fait. Hein? Ça, c'était l'aspect familial, l'aspect scolaire, mais l'aspect social était dramatique. Pourquoi? Parce que je suis arrivé en 65 et puis je suis arrivé dans une commune qui s'appelle Schaerbeek, où on a eu le pire bourgmestre qu'on puisse imaginer dans le monde, un racisme structurel incroyable. Il a terminé sa dernière campagne électorale en venant à dos de chameau dans les rues pour stigmatiser la population arabe, la population musulmane. Wow. Dans mes souvenirs, la première contestation organisée qu'on a faite, c'était dans les années 80, où quand M. Jean-Marie Le Pen de France est venu à Bruxelles, invité par ce bourgmestre. Donc, pendant toute ma vie sociale dans cette commune-là, j'ai subi les avatars systémiques de la discrimination, de la ségrégation de quartier, de la violence policière, parce que plus tard, lui est bien parti, mais on nous a donné une cerise sur le gâteau, c'est qu'on nous a donné un commissaire qui était le chef du parti d'extrême droite à Bruxelles. Donc la violence policière, mes amis la subissaient, etc. etc. Donc, je te parle des années 80, là. On est en 2020, 2022 même, ça n'a pas changé. Donc moi, j'ai grandi dans cette violence structurelle. Le racisme individuellement entre les gens, comme on était des gens du quartier, on avait le même niveau social, on fréquentait les mêmes magasins, les mêmes cafés, les mêmes piscines, etc. Ça ne posait pas de problème. Mais la ségrégation et le racisme institutionnel dans lequel j'ai grandi a forgé en moi la rébellion. Tu l'as vécu comment? Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça que tu peux raconter? Tout simplement, nous étions dans un club de football, par exemple, dans lequel il y avait 600, 700 jeunes de la commune, des enfants d'immigrés essentiellement. Et ce bourgmestre a coupé tous les subsides à toutes les associations et sportives et culturelles dans lesquelles nous allions. Et du jour au lendemain, quand je dis du jour au lendemain, ça a pris 2 ans, tu te retrouves avec des centaines, des milliers d'enfants dans les rues sans aucune alternative. Tout ça parce qu'il y a un bourgmestre raciste qui a décidé que ces associations-là ne recevaient plus de subsides. Ça, c'est un des exemples. La ségrégation était dans les services publics de l'administration, où il y avait des guichets pour immigrés, pour étrangers, et des guichets pour Belges. Et je peux te dire l'humiliation que nos parents ont subie à faire la file, à regarder des fonctionnaires prendre des tasses de café pendant une demi-heure, 1 heure, et regarder les gens d'un être méprisant. Ça, j'ai connu.
Tu vois? Hmm. Hein? Alors, quand on me parle de la neutralité de la fonction publique, excuse-moi, mais ça, c'est un mythe pour moi. Tu vois? Hmm. Quand tu as un commissaire, qui est le chef d'extrême droite, hein, et tu vas te plaindre dans un commissariat devant un policier, hein, qui est lui-même d'extrême droite, je peux te dire que la déshumanisation que tu subis est extrêmement violente. Hein. Sans Oui. parler des coups, sans parler des razzias de ces troupes de fachos dans les différents cafés de la commune, etc. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu. D'accord. Tu as touché un point sensible. Ça va? Et ça a conduit à l'assassinat de deux de mes amis par l'extrême droite quand j'étais jeune, tu vois. C'est pas... Mais ça m'a pas cassé, tu vois, ça m'a plutôt donné une force pour continuer. Je sortais de l'école à 20 ans, puisque j'ai fait des études supérieures en informatique. C'était le plein emploi, c'était le plein emploi pour les informaticiens. Hein. Et il n'y avait pas de racisme ou de discrimination face à moi, face à la population américaine, parce qu'il y avait une demande très, très importante d'informaticiens sur le marché. Tu pouvais changer 3-4 fois. Tu pouvais changer 3-4 fois d'entreprise sur la journée si tu voulais. Donc, c'était relativement vite. Et puis, ta génération trouve du boulot. Elle a 21 ans, 22 ans, les poches pleines d'argent. C'est les années fastes de l'emploi. Et puis, tu te dis, mais est-ce que cette abondance que tu as, est-ce qu'elle est que pour toi? Tu vois? Est-ce que cette abondance, elle est que pour toi? Et puis, tu rencontres d'autres personnes, tu en parles à tes amis et qui sont tous dans la même interrogation, dans le même questionnement. Hein? On a eu une enfance très, très agréable, familiale, scolaire. La sociale était noire, mais on y a survécu. Pas tous, malheureusement, mais on y a survécu. Et on se dit, mais cette abondance, c'est que pour nous, et on constatait que nos petits frères, les plus jeunes qui arrivaient derrière nous rapportaient des choses terribles de ce qu'ils subissaient. Tu vois? Et c'est à ce moment-là qu'on a créé une association de soutien. On est dans les années 80, là. Une année de soutien à aux gamins du quartier, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé la première association. Et en grandissant, les problèmes de racisme, etc., ne se sont pas arrangés. Tu vois. La crise, on est dans les années 80, la crise économique est là. Pour nos parents, c'est des milliers d'ouvriers qui sont mis sur le carreau, majoritairement des Turcs, majoritairement des Marocains, en tout cas en Belgique, à Bruxelles. Et on se retrouve confronté à quelque chose que beaucoup de chercheurs n'ont pas mis le doigt dessus, c'est que quand nos pères, qui étaient vraiment le socle de la famille, parce qu'ils subvenaient aux besoins de la famille et aux besoins économiques de la famille, se retrouvaient sans emploi, sans argent, quelle était encore leur fonction dans la famille? Et ils ont trouvé un refuge, c'est les mosquées. Bon, après, ils ont fait des écoles arabes et ils nous ont privés de nos week-ends, etc., comme des enfants normaux, etc. Et puis, on s'est dit, mais ces enfants-là, il faut leur donner ce qu'on appelle en arabe le bedil. On ne peut pas, la hagra ou la discrimination, la déshumanisation qu'ils subissent dans tous les domaines en dehors de la famille, il faut leur donner quelque chose
Hein. Ouais. Et c'est là qu'on a commencé à organiser dans des maisons de quartier, des ateliers, des voyages, des campings, etc. Il fallait remplir leur temps de loisir avec quelque chose d'intelligent. Pas seulement de l'occupationnel, mais quelque chose qui a quand même un sens et qui donne quand même un sens à des enfants qui sont en pleine construction. Donc ça, c'est important. Hein. Et vers les années 2000, après les attentats, les fameux attentats de New York, on a remarqué il y a un glissement. On n'en veut plus seulement aux Arabes et aux Turcs, on en veut aux musulmans. Tu vois. Pour un tas de mauvaises raisons. Du jour au lendemain, ton collègue ne te parle plus. Du jour au lendemain, ton voisin t'insulte. Du jour au lendemain, on te dénonce. Va-t-en savoir pourquoi, etc. Donc, il y a vraiment eu l'épicentre était à des milliers de kilomètres de Bruxelles, et puis c'est les Bruxellois qui ont payé le prix fort, comme dans le monde. Tu dis que les discriminations avant les attentats de 2001 n'étaient pas focalisées principalement sur les musulmans. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on était confinés dans le racisme structurel étranger, immigrants, maghrébins, noirs, etc. Hein. Et puis arrive ce tsunami sur la Belgique, en tout cas, et on peut voir ça dans le monde entier comme ça. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui commençait à changer. Tu l'as senti du jour au lendemain? Tu sais, le jour des attentats de New York, j'étais avec des collègues de travail de 25 ans avec qui j'ai participé à leur mariage. Ils ont participé à ma cagnotte pour mes enfants, etc. Ils ne te parlent plus. Pour eux, tu deviens un ennemi, quoi. Le choc a été très, très brutal. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça dans mon entreprise. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que être musulman devenait quelque chose de très lourd à porter. D'autant plus qu'on avait toute une deuxième et une troisième génération d'enfants qui étaient formés au travers des écoles belges, etc., et qui arrivaient sur le marché de l'emploi, et qu'on ne voulait plus dans les écoles, qu'on ne voulait plus sur des champs de travail, parce qu'il y a l'un portait la barbe, l'autre parce qu'elle portait le foulard, mais tout ça, c'est la conséquence ou c'est le résultat de quelque chose qui s'est passé, un choix des parents 20 ans avant, etc. Ok, tu vois. Et ça a été inacceptable. Mais, moi, j'ai commencé à lutter contre l'islamophobie vers 2010, par exemple. Tu vois, c'est à ce moment-là que mes enfants ont commencé à me rapporter des choses extraordinairement dures, surtout mes filles. Okay, donc elles étaient tout simplement, elles avaient peur d'être dans la rue. Quand tu as 16-18 ans et tu te promènes à 14 heures de l'après-midi ou à 18 heures et tu as peur de sortir parce que tous les regards sont contre toi et on te crache et on t'arrache ton foulard et on te discrimine à ceci, à cela, ça c'est devenu inacceptable. C'est là qu'est née l'idée d'un certain nombre de personnes qui ont connu le racisme, qui ont connu les discriminations, mais qui sont devenus des rôles modèles de réussite individuelle. Et on a décidé que ces réussites individuelles, il faut en faire un usage collectif à ceux qui ne savent pas comment lutter contre ça. Et c'est là qu'on a créé le collectif contre l'islamophobie en 2014. D'accord. Donc le collectif contre l'islamophobie, il existait en France aussi. Vous étiez lié à eux ou c'était indépendant? Nous sommes totalement indépendants. Il faut savoir qu'il existe à peu près en Europe 28 collectifs. D'accord. Puisque l'Europe protège ses citoyens au travers de droits fondamentaux, dont un est la liberté religieuse. Beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire, la liberté religieuse. La liberté religieuse, ça permet de croire et de ne pas croire. Ça te permet de rentrer et de sortir d'une religion. Les gens pensent que la liberté religieuse, c'est que pour les religieux. Non, non, non. La liberté religieuse, c'est quelque chose qui est donné à tous les citoyens pour justement
leur permettre de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de rentrer dans une religion, sinon on aurait des problèmes avec les convertis, hein, dans les deux sens. Okay, donc ça, c'est très important. Et il se fait que c'est la même culture européenne, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et en Europe, aujourd'hui, il existe à peu près 28 collectifs. Chacun a des noms qui, bien souvent, c'est collectif, et il y a le mot collectif et islamophobie. Oui. Mais c'est vrai que le CCIF à l'époque était quand même déjà sur le terrain depuis une bonne dizaine d'années. Donc, les mécaniques de construction de l'islamophobie ou de construction de discrimination ou du racisme sont identiques dans l'esprit humain partout. C'est une valeur universelle et c'est un processus universel. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on ne lutte pas de la même façon. Pourquoi? Parce que la culture belge n'est pas la culture française, l'histoire belge n'est pas l'histoire française, la législation belge n'est pas la législation française, etc. etc. Ouais. Okay? Mais comme nos droits fondamentaux sont garantis par la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, ce sont les mêmes principes qui sont partout. Donc, il faut agir au niveau européen. Et là, ces 28 associations, il y a des échanges d'informations, il y a des plaidoyers communs, il y a des séminaires communs, il y a des interventions communes, mais ça se fait au niveau des institutions européennes. Mais sinon, le reste, c'est impossible que ça fonctionne de la même manière. Donc, tu dis qu'il y a 28 organisations collectives contre l'islamophobie en Europe. Oui. Et le collectif contre l'islamophobie en Europe, d'ailleurs, justement, c'est le même nom, je crois, le CCIE. Oui. Ce n'est pas du tout un organisme qui chapeaute le tout, c'est aussi un organisme indépendant. Oui, c'est un organisme indépendant, oui. Et d'ailleurs, quand tu lis les statuts du CCIE, leur champ d'action, ça reste la France. Oui, d'accord. Très bien. OK. Donc, le CCIB, qui s'appelle le CCIB, vous l'avez aujourd'hui, depuis le 21 septembre, jour européen de lutte contre l'islamophobie, nous avons changé de nom. Nous étions le collectif contre l'islamophobie en Belgique depuis notre création en 2014. Mais on a remarqué que 7 ans après, eh bien, on a apporté beaucoup de solutions et on a des solutions pour l'inclusion des gens, puisque les résultats sont vérifiables sur le terrain et les solutions sont là et les gens peuvent vivre ensemble. Donc, le yin et le yang, on a dit, on doit, pour évoluer vers l'excellence de la lutte contre l'islamophobie, on doit aussi proposer des solutions et pas tout le temps être dans la réaction, mais dans l'action. Et on est devenu le collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique. Pour l'inclusion des musulmans, c'est ce que vous Pour l'inclusion, alors pas que pour l'inclusion, on lutte pas pour les musulmans ou les musulmanes, etc. On lutte contre les discriminations et pour l'inclusion des êtres humains dans une société apaisée. Ça, c'est important. Très bien. Il y a des institutions musulmanes qui sont là pour défendre les intérêts des musulmans, mais on ne s'inscrit pas dans cette démarche-là. D'accord. Mais j'imagine qu'une grosse partie de vos démarches se retrouve par la force des choses orientée vers les musulmans, vu le contexte. Oui. Donc, ce collectif, donc, comme tu l'as dit plus tôt, le CCIB, vous l'avez monté en 2014, il a changé de nom récemment. Donc, depuis 2014… Comme beaucoup d'associations, à un moment donné, tu évolues. Nous, on a une évolution sur 7 ans, on a défini une feuille de route, la création, la mise en place, la reconnaissance, on y est arrivé, l'efficacité, on y est arrivé, l'efficience, on y est arrivé, et avec l'excellence, non seulement on continue à lutter, mais on propose des solutions. Et alors, ça, c'est l'évolution du CIB. Alors, depuis ces 7 ans, cette année, qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation, dans l'association? Quelles ont été les actions qui ont été menées? Quels sont peut-être les plus grandes victoires ou les plus grands combats que vous avez menés? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un résumé de ce qui s'est passé ces dernières années et ce dont vous êtes le plus fier? Ou peut-être les combats perdus, peut-être, je ne sais pas, un peu tout. La vision de notre association, c'est l'inclusion de toutes les personnes dans une société apaisée. Ça, c'est la vision. Maintenant, notre mission, on l'a définie aussi, c'est l'accompagnement des femmes majeures musulmanes dans l'enseignement et dans l'emploi. Ça, c'est vraiment notre activité principale.
Et D'accord. c'est vrai qu'effectivement, on s'occupe des cas de crimes de haine qui vont d'un monsieur à qui on retire un badge dans une zone de sécurité ou bien un tag sur les mosquées, etc. etc. Okay. Mhm. Mais notre focus, 80% de notre activité, c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement de personnes qui sont des femmes exclues du champ de l'enseignement et du champ de l'emploi. Maintenant, on a rajouté, et ça commence de plus en plus à venir, sur le champ, ce qu'on appelle les services, le bien-être, hein, les femmes qui sont refoulées dans les salles de sport, dans les piscines, dans certains restaurants, etc. etc. Mais Mhm. notre public cible, et c'est une décision de notre Assemblée générale, hein, et toutes les études belges et européennes et mondiales montrent que l'islamophobie est sexiste, a une dimension sexiste très importante. En Belgique, 80 à 90% des cas d'islamophobie qui sont rapportés concernent des femmes. Donc, Oui. notre Assemblée générale a décidé que ça devait être notre focus. À cause de l'aspect visible, j'imagine. De l'aspect visible, là où tu as une valeur là où tu rentres en concurrence avec quelqu'un d'autre qui Oui. n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'une administration va accepter les femmes en foulard pour faire le nettoyage, Mhm. mais elle ne va pas accepter une femme en foulard qui fait de l'administration. Elle va Ouais. accepter une femme en foulard qui nettoie l'école, mais va lui refuser une place comme étudiante ou une place comme enseignante. Mhm. Or, tous les grands tous les grands anathèmes qu'on jette aux yeux à la figure des gens, c'est l'école. L'école et l'emploi sont les deux plus importants vecteurs de l'émancipation. Oui, ben, ça ne concerne pas les femmes musulmanes visibles, manifestement. Oui. OK? Ouais. Donc, ça, c'est notre mission. Et dernièrement, nous avons gagné un procès. Alors, c'est rare qu'on va en procès, parce que c'est un véritable coup de poker en Belgique. Mhm. Donc, on préfère la médiation. Pourquoi? Parce que la médiation permet de rencontrer l'autre, hein, de confronter les arguments. Hein, et en plus, quand on convainc qu'il y a discrimination et que la partie adverse accepte et reconnaît cette discrimination et veut la supprimer, eh bien, elle la supprime pour tout le monde. Mhm. Alors que si tu vas en justice, ça concerne que la personne qui a porté plainte. À avoir des aberrations totales. En Belgique, on a eu des écoles où des étudiantes qu'on a accompagnées ont gagné le procès, mais il n'y avait qu'elles qui pouvaient porter le foulard. Celles qui n'ont pas porté plainte, interdit. Tu ne gagnes pas Oui. beaucoup. On a encore gagné un autre procès dernièrement qui est contre une entreprise publique, la plus importante de Bruxelles, qui a quand même 10 000 employés. Eh bien, on a gagné le procès pour discrimination contre cette entreprise qui ne voulait pas engager de femmes en foulard. Mhm. Tu dis que Okay. ça permet à une seule personne de porter le voile, mais ça crée un précédent quand même. C'est-à-dire que si d'autres personnes après se plaignent, c'est peut-être plus Oui, facile derrière aussi. c'est plus facile. Dans ce cas-ci, oui. Et comme je te dis, le système éducatif en Belgique est très, très complexe et très autonome. Ce n'est pas parce que tu gagnes un procès dans une école que toutes les autres écoles vont accepter de changer la modification. C'est quasiment un procès par école qu'il faut faire. Et il y en a des centaines et des centaines. D'accord. Donc, ça use le moral, ça use beaucoup de choses. Donc, on Beaucoup préfère d'argent plutôt aussi. la médiation, etc. Il y a beaucoup d'argent aussi. Mais Dieu merci, nous avons des donateurs Généreux. absolument. D'ailleurs, en parlant de donateurs, vous êtes une organisation de combien de personnes? Vous êtes combien à gérer le collectif? Alors, nous sommes une petite association aux yeux de ce qu'il y a comme association antiraciste sur la Belgique, en tout cas. Mhm. On fait de la première ligne, c'est-à-dire de l'accompagnement avec Mhm. les victimes. Ça te réduit le champ des associations qui accompagnent les victimes. Et l'accompagnement, c'est pas simplement prendre le signalement et le transférer. C'est vraiment un processus de A à Z, hein, qui consiste à d'abord à remettre en confiance la personne qui est victime, à Mhm. l'accompagner dans tout le processus, à co-construire avec elle
et dans le temps, et dans l'intensité, et dans les procédures, le recouvrement de sa dignité, et jusqu'à payer le procès, Oui, les honoraires d'avocat. Et pour faire ce travail-là, on est 3 personnes pour la Belgique. d'accord, Mashallah. Donc, 3 salariés. Hein. Et on travaille beaucoup avec d'autres associations oui, qui nous aident beaucoup, avec des avocats, avec des juristes, avec des policiers, avec des entrepreneurs, etc., pour d'accord. créer quand même une certaine alliance pour résoudre ou pour combattre ce fléau qu'est l'islamophobie. Et ces 3 personnes sont payées sur fonds propres, c'est-à-dire au travers des dons et au travers des cotisations de nos membres. Il existe des millions qui sont alloués à la lutte contre le racisme, mais notre objet social ne nous permet pas d'y accéder d'une part, et en plus, comme notre activité, c'est de l'accompagnement à 80-90% de notre temps, ces subsides-là ne permettent pas de couvrir ces frais-là. D'accord. On peut faire des campagnes, on peut faire des flyers, on peut faire des roll-ups, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour aider concrètement les gens sur le terrain, non, ça, il n'y a pas. C'est malheureusement le résultat de l'institutionnalisation de l'antiracisme. Hein, on a des fonds énormes, hein, mais quand tu analyses les indicateurs du racisme en Belgique, ils sont tous rouges, rouges vifs. Donc, à quoi servent tous ces millions qu'on met sur la table? Tu vois? Ouais. Et ça dure depuis un certain temps. Des Ouais. années, c'est pas dire. Et donc, les gens vous appellent, en fait? Comment ça se passe quand les gens ont besoin de vous? Ils vous envoient un email, ils vous Alors, appellent? on a les canaux traditionnels de communication. On favorise plutôt le mail et le téléphone, parce que nous sommes centralisés à Bruxelles et pour ne pas demander aux gens de se déplacer, parce que c'est une contrainte supplémentaire en plus. Hein. Donc, on le fait. Par téléphone et par email. De temps en temps, on rencontre et on va aux audiences avec les parties. Quand il y a des stratégies d'action, de réfléchir comment on va aller en justice ou comment on va élaborer le contact ou la communication ou la rencontre avec les parties tiers, bon là, on se rencontre effectivement. Ouais. Et vous recevez à peu près combien de demandes ou de contacts tous les mois, par curiosité? Alors, par mois, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on travaille par année à ce moment-là. OK, ouais. Et nous, on est capable de gérer à l'heure actuelle entre 100 et 150 dossiers. Alors, un dossier, ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Hein. Okay. Donc, ce qui fait quand même un dossier par jour. Et ça représente à peu près, c'est la partie visible de l'iceberg. Hein. Toutes les études dans le monde entier montrent qu'en termes de discrimination et de signalement des discriminations, c'est à peu près 10-15% qui sont rapportés. Tu vois. Ouais. Tout le reste, les gens font l'impasse sur les signalements. Et ça représente 50-60% des signalements pour la Belgique. Puisque nous travaillons avec l'institution d'égalité des chances au niveau fédéral, hein, qui récolte toutes les informations et tous les signalements pour toute la Belgique. Et là, ça représente 60-70% des signalements. Ces 60-70% de signalements sont à 90% de femmes et à 60% institutionnels. C'est-à-dire que ce sont les institutions qui ne respectent pas les droits fondamentaux des citoyens. Bien souvent pour des raisons idéologiques. Je vois. Donc, on oublie la neutralité dans ce cas-là aussi. OK, je vois. Et dans tous ces dossiers que vous recevez, j'imagine qu'ils sont très similaires. Est-ce qu'il y a des dossiers qui reviennent le plus souvent? Alors, il y a effectivement, on a des signalements dans l'emploi, dans les loisirs, dans les transports, dans l'enseignement, etc. Et il y a toujours le même top 3 qui revient, l'enseignement, l'emploi et le bien-être. D'accord. Ça, c'est constant. C'est constant même dans toute l'Europe.
Ok, d'accord. Donc ça fait partie de la partie donc réaction. Je vais parler plutôt de la partie Alors, proactivité. ouais, la partie action, c'est les plaidoyers. Mhm. C'est que sur base de ces chiffres, de ces signalements, on produit des recommandations. Et ces Mhm. recommandations sont fournies aussi bien dans notre rapport d'activité annuel que dans notre rapport chiffre annuel qui donne la situation sur l'islamophobie. Mhm. Eh bien, on donne des recommandations. Au niveau enseignement, au niveau emploi, on va chercher les bonnes pratiques qui sont utilisées dans une compagnie pour demander qu'on les applique dans d'autres compagnies, etc. Donc ça, c'est aussi un travail, et ça, c'est essentiellement le travail que je fais, des plaidoyers auprès d'organisations d'entrepreneurs, auprès de pouvoirs organisateurs scolaires, c'est comme ça qu'on les Mhm. appelle en Belgique, et auprès des partis politiques, auprès des gouvernements, etc. Et ça, pour avoir un poids supplémentaire, on s'associe avec d'autres associations au travers d'une plateforme qui s'appelle NAPAR, National Plan Against Racism. C'est 65 organisations sur toute la Belgique. Mhm. Hein, et on vote des recommandations politiques et on fait du plaidoyer politique à tous les niveaux, local, régional, fédéral, européen, au Ok. travers de ces groupes, de ce collectif-là. Oui. Et à côté de ça, on est très souvent invité à faire des formations, des conférences, débats, etc., qui est une autre forme de plaidoyer aussi pour nous. Ouais. Est-ce que jusque-là, le plaidoyer, vous avez pu voir un impact sur le plaidoyer, notamment auprès des institutions, auprès des, je sais pas, des ministres ou des grandes Les institutions? 2 dernières années, il y a eu une accélération des victoires, ce qu'on appelle des victoires, nous. Mhm. C'est parfois anodin pour certains, changer un règlement de travail qui va permettre à des personnes de travailler, ça paraît tellement simple, mais parfois Mhm. on a mis 5 ans pour que ça change. Et ces 2 dernières années, il y a une accélération de la levée de toutes ces discriminations. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens sensibles à la lutte contre l'islamophobie et les Mhm. premières personnes concernées commencent à mieux se mobiliser, c'est-à-dire à mieux s'organiser pour faire ces plaidoyers. Mhm. L'année dernière, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle belge qui autorisait les établissements scolaires à finalement interdire le foulard dans les écoles. Tous les partisans de cette interdiction ont applaudi, okay, Mhm. mais ça a fait descendre 4000 femmes dans une manifestation. Ça ne s'était Mhm. jamais vu en Belgique, okay, et ça a quand même démontré quelque chose. Beaucoup Mhm. d'écoles ont changé leur règlement de travail à la suite de cette mobilisation. On a continué à mobiliser les citoyens dans d'autres actions et on a gagné 2 procès très importants. La plus importante, le plus important pouvoir organisateur scolaire de Bruxelles, c'est quand même quelques milliers d'élèves, il a été condamné pour discrimination concernant ça, malgré qu'il y a la Cour constitutionnelle qui a donné son avis. Donc, Mhm. la mobilisation est très, très importante. C'est pour ça que dans notre évolution de CCIB en cible vers l'excellence, c'est de trouver le moyen d'avoir un mouvement populaire qui se bat aussi, qui se bat aussi contre l'islamophobie. Mhm. Quand on fait le rapport de force à Bruxelles, on constate que l'association des cyclistes a plus de poids politique que tous les musulmans réunis de Bruxelles, et il y en a pas mal. On en est dans des aberrations comme ça. Ouais. C'est pour ça qu'on se permet, idéologiquement, d'interdire l'abattage rituel sans Mhm. étourdissement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation des musulmans. Alors ça, c'est une question justement. Je me demande, moi, des fois, c'est vrai qu'il y a peut-être une mobilisation des musulmans qui n'est pas suffisamment importante, mais en face de ça, la mobilisation, elle est aussi plus importante. Donc, tu vois, tu parlais de l'association des cyclistes.
si les cyclistes font une manifestation, tu vas avoir beaucoup moins d'adversaires en face, peut-être. Alors, est-ce que c'est vraiment que les musulmans sont... Est-ce que la raison pour laquelle on n'a pas accès enfin, les musulmans n'ont pas accès aux mêmes droits que les autres est due au fait que les musulmans ne sont pas assez mobilisés, ne vont pas assez dans la rue? Alors, ils se mobilisent pour certaines choses, hein, Mhm. et on ne peut pas leur en vouloir. Ils se mobilisent pour les causes humanitaires. Hein. Mhm. Il n'y a pas de souci avec ça. Ils se mobilisent pour d'autres soucis. Mais quand il s'agit des droits fondamentaux, là, il y a un refroidissement. Mhm. Il y a un refroidissement. Moi, j'organise beaucoup de manifestations, mais Oui. quand il faut réunir les musulmans, le commissaire en chef de la partie opérationnelle, quand je remplis les papiers et j'arrive à la rubrique combien de personnes estimez-vous qui seront là? Si j'ose mettre plus que 200 ou 300, la personne en face de moi me regarde et me dit, il ne faut pas rigoler, Mustapha. Quand vous faites une manifestation et vous mobilisez les musulmans, vous êtes rarement plus que 100, hein, plus que 200. Donc, il y a une maturité politique qui n'est pas encore là. Politique dans le sens investissement. Hein. On peut faire de la politique en signant des pétitions, en se mobilisant, en allant voter. Hein. Il y a différentes formes d'action quand on dit on fait de la politique. Mais là, on n'a pas... Alors qu'on a les outils, on a des leaders, on a la loi, elle est là, etc. Il faut juste avoir la capacité ou comment on s'organise, et ça manque malheureusement. On y travaille, mais ça manque. Moi, j'y travaille depuis 40 ans, je n'ai pas encore réussi. Hein. C'est comment mobiliser les musulmans pour leurs droits. On n'a pas encore trouvé le bon coach. Hein. On a des talents exceptionnels partout, dans tous les domaines, mais on n'a pas encore ce fameux coach qui va créer cette dynamique populaire. Ok, je vois. Je vais peut-être poser une question qui est parallèle. En dehors de la lutte contre la discrimination envers les musulmans, donc l'islamophobie, il y a des tas d'autres luttes en parallèle qui sont effectuées par, je ne sais pas, les luttes contre l'homophobie ou ce genre de choses, ou enfin, même il y a plein de types de luttes. Comment est-ce qu'eux, ils réussissent à avoir leur victoire? Est-ce que c'est à travers une mobilisation dans la rue? Est-ce qu'on ne peut pas faire des parallèles avec ça? On peut faire des parallèles, on peut faire des parallèles avec ça. Et si je prends la Belgique, effectivement, les organisations de lutte contre l'homophobie ont investi le champ politique dans le sens législatif, c'est-à-dire qu'ils ont accédé au Parlement, qu'ils ont accédé au levier de modification des lois, etc. Okay. Les musulmans ne sont pas encore là. Et comment ils ont fait pour atteindre ces leviers-là? C'est beaucoup de lobbying, C'est beaucoup de lobbying, c'est beaucoup de stratégie, de communication, c'est beaucoup de sensibilisation, c'est beaucoup de courage de faire son coming out. Hein. Donc, on agit sur la législation parce qu'à un moment donné, on a mis des bonnes personnes au bon endroit pour prendre les bonnes décisions. Et ça, on n'a pas encore les opportunités pour tout. Pour y arriver, ces associations-là ont été chercher des alliances au travers d'autres mouvements qui défendent d'autres droits fondamentaux. Et là, alors, quand on a l'approche musulmane à ce moment-là, alors là, on est... j'étais à une conférence il y a quelques années d'un éminent chirurgien qui faisait des transplantations. Hein, et le public il y avait des musulmans dans la salle qui sont venus aussi témoigner de leur transplantation. Et ce chirurgien disait, c'est extraordinaire avec les musulmans comment ils sont contents quand on les transplante, mais quand ils doivent faire un don d'organes et aller signer le document à la commune, là on se pose un tas de questions, tu vois. On se pose un tas de questions théologiques. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que quand tu reçois le don, tu souris, hein, et tu es heureux, et quand tu dois aller signer une décharge pour un don parce que tu vas mourir, etc., là, c'est plus délicat. Donc, il y a cette ambiguïté pour les citoyens musulmans de se situer dans le champ sociétal qui pose parfois problème pour agir aussi. Beaucoup de prudence aussi, hein, j'imagine. Les musulmans, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est de la prudence, mais en tout cas, c'est des questionnements qui prennent du temps et du temps perdu
face à la menace. Et puis, c'est pas des discussions qui sont très répandues chez les musulmans dans les mosquées. Peut-être que ça devrait l'être plus. Euh, je ne vais pas donner mon avis sur les discours qu'il y a dans les mosquées. Même si j'ai été responsable, secrétaire général pendant 10 ans de la plus importante mosquée de Belgique, parfois il y a un décalage entre ce qui est dit sur le minbar, sur la chaire ou bien dans les cours par rapport à la réalité des gens. Tu te dis, mais dans quel monde on vit? Alors que toutes les mosquées devraient être un centre culturel. Hein. Toutes les mosquées devraient être un espace de coworking pour accueillir tous ces jeunes gens musulmans qui n'ont pas encore les moyens, de créer leur société, d'avoir des bureaux. Eh bien, on met une boîte aux lettres et on fait des bureaux. Quand on voit tout l'espace qu'il y a dans les mosquées qui est utilisé, je me dis parfois, mais où va-t-on? J'ai terminé l'ensemble des grosses questions que je voulais te poser. On va terminer par quelques petites questions. Si tu avais une leçon de vie, quelque chose que tu souhaiterais partager, euh, quelque chose qui t'a marqué par rapport à ton expérience, à ce que tu as vécu, est-ce que et que tu voudrais transmettre à l'audience, qu'est-ce que ça serait? C'est quand vous voyez un être humain, c'est un être humain. Vous ne connaissez pas son histoire, vous ne savez pas c'est quoi son vécu, etc. Il faut d'abord le voir en tant qu'être humain. Ça, c'est le meilleur conseil que je veux. Essayez de faire fi de tous vos filtres qui vont vous filtrer ce que vous voyez. Préjugés. Hein, les préjugés, les stéréotypes, tout ce que vous voulez. Hein, mais c'est un être humain qui est devant vous. Et c'est ça qui est important. C'est la relation humaine que vous devez avoir. La première chose que vous devez sentir, c'est cette relation humaine par rapport à la personne qui est en face de vous. Merci beaucoup. Mustapha, est-ce que tu as des routines? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais régulièrement, des routines spirituelles, sportives, de lecture, je ne sais pas, qui toi t'aident à progresser et que tu voudrais partager? Si je parle en tant que musulman à ce moment-là, Mhm. c'est l'histoire. Hein, c'est de lire l'histoire, les récits, les hadiths, les Corans, et de voir la finalité de ce qu'on lit. Comment ça se traduit pour moi tous les jours. Hein. C'est d'aller le lire et c'est d'aller lire cet enseignement, mais pas d'un seul auteur, de plusieurs auteurs. Hein, et de vous faire une idée de ce que c'est. Pas de lire littéralement quelque chose et d'appliquer littéralement quelque chose. Toute chose qui est faite, elle a une finalité. Et c'est cette finalité qu'il faut rechercher dans l'action que vous faites. Ça, c'est important. C'est comme ça que je vis ma vie. Et à côté de ça, c'est l'altruisme. C'est l'altruisme que vous devez avoir avec votre prochain. Hein. Vous pouvez être riche, vous pouvez être pauvre, vous pouvez voir quelqu'un qui est riche ou pauvre. C'est donner, mais sans retour. Ça, c'est aussi important. Sans attendre même un remerciement. C'est d'abord pour vous que vous le faites, c'est pas pour lui. Et ça aide énormément. D'accord. Est-ce que tu as des recommandations de livres, peut-être, de documentaires, ou des références qui t'ont, toi, particulièrement marqué? Le Coran. C'était une chose, mais pas nécessairement lire le Coran pour lire le Coran, encore une fois. Hein. Ce sont tous ces récits, hein, tous ces récits qui sont racontés de prophètes, c'est pas pour rien qu'ils sont racontés. Ça, c'est important. Okay. Il y a un autre aspect qui me touche beaucoup dans le Coran aussi, c'est toute la partie environnementale. C'est comment préserver ce monde dans lequel on vit. C'est simple de ne pas jeter un mégot de cigarette, c'est simple d'être gentil avec un chat, c'est simple d'aller se promener dans une forêt et de voir ce qu'est la création de Dieu, etc. Ça, c'est important. Hein? Donc, regardez le monde au travers du Coran en sachant que ce monde, il n'est pas que pour vous, hein, et il faut le préserver. Très bien.
Et enfin, dernière question, Mustapha, si un auditeur souhaite te suivre ce que vous faites, ou bien s'il a une question à te poser en particulier, est-ce que c'est possible? Certainement. Moi, personnellement, ou notre association? Les questions de toi, mais je mettrai aussi les liens du coup de l'association. Oui. Eh bien, simplement Chahiri Mustapha de Bruxelles-Ville. Voilà. Sur Facebook ou Instagram. Ok, Je suis sur ces deux réseaux-là sans aucun problème. Je réagis relativement vite. très bien, bah, je mettrai tout ça en description. Et notre association, c'est le site islamophobia.be, dans lequel il y a un onglet contact, et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. D'accord, ok, très bien. Pour la Belgique. Oui, je te remercie. Écoute, Mustapha, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était vraiment une conversation très intéressante. J'espère que vraiment, à l'avenir, il y a encore que la situation évolue. Non. Notre but, c'est d'éliminer l'islamophobie. Hein. Donc, moi, j'espère fermer la boutique dans 2 ans. Hein. Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu vous facilite, Inch'Allah. Pour ceux qui souhaitent vous soutenir, aussi d'ailleurs, j'ajoute une question, c'est possible à travers le site, j'imagine? À travers le site, sur l'onglet Faire un don, hein, vous avez toutes les informations nécessaires pour nous soutenir financièrement. Et je vous en remercie déjà. Très bien. Jazakallah khairan, Mustapha. Écoute, je te souhaite une très très bonne fin de semaine. Barakallahu fik. Si je passe à Bruxelles, un de ces quatre, je t'enverrai un petit message. Ou en Turquie, j'ai entendu que tu allais souvent en Turquie. Peut-être que tu seras là-bas. Marhaba avec. Et puis on reste en contact, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.